tout le monde. D'abord, merci aux organisateurs de cette journée et félicitations à eux parce que nous sommes le 3 juillet et comme ils le savaient et qu'ils ont bien fait les choses, le 3 juillet 1905, excusez-moi, 1905, fut adoptée à la Chambre des députés, comme on disait à l'époque, la loi, qui était alors un projet de loi, la loi du 9 décembre 1905. À cette époque-là, il n'y avait pas le 49.3, on prenait le temps, et finalement, nos aïeux ont été bien inspirés de prendre le temps, de faire une loi courte, lisible, très facilement compréhensible par tous. Et ça n'est que le 6 décembre 1905 que le Sénat a adopté la dite loi. Donc finalement, les deux chambres ont adopté. Et comme vous le savez, ça deviendra la loi du 9 décembre qui va être applicable au 1er janvier 1906. Alors, ça ne s'est pas fait tout seul. Je ne vous refais pas toute l'histoire, les inventaires et le reste. Avec des batailles de rue, donc ça c'est l'histoire de notre pays, on l'assume, et c'est très important de l'assumer, j'y reviendrai sans doute. Ce que je souhaitais dire également, c'est qu'il m'avait été annoncé comme sujet 6e République et laïcité. Alors, c'est plus tout à fait ça, si je vais compris, on est sur la souveraineté et la laïcité, mais finalement on va pouvoir parler de tout ça, je pense, assez calmement entre nous. Moi j'interviens aujourd'hui en qualité de membre des Constituants. C'est un tout petit groupe qui n'a pas vocation à être un parti politique, un mouvement politique, à se présenter aux élections. Donc nous nous réunissons comme nous pouvons en ces temps de pandémie. Nous nous réunissons très régulièrement pour parler de la manière de se réapproprier justement la souveraineté pleine et entière, la souveraineté populaire, entre au premier chef. La démocratie étant, vous le savez, le gouvernement par le peuple et pour le peuple. On a quand même été un certain nombre à remarquer ces dernières années que notre système politique s'éloignait quelque peu de cet idéal. Donc notre but, qui est politique, nous l'assumons, aux constituants, c'est effectivement de réfléchir à la manière de renouer avec cet idéal démocratique et de remettre sur la table la question du changement des institutions en y associant l'ensemble du peuple. Voilà, le peuple assemblé. Et par, évidemment, une assemblée constituante, je ne vous apprends rien. Donc l'élection d'une assemblée constituante et non pas un comité théodule, fut-il composé de gens très dignes comme M. Jospin ou autres. Et je ne vise en aucun cas Lionel Jospin, et je pense vraiment que c'est quelqu'un de relativement digne. Mais le comité théodule, le comité Jospin, pour ne pas le nommer, montre toute la difficulté justement et l'impasse qu'il y a à vouloir réformer des institutions en n'y associant pas justement le peuple dans sa diversité et dans son entier. Le mouvement des Gilets jaunes nous a montré à quel point il était urgent de réfléchir de cette manière-là, à mon avis. Alors, pour en venir à la question de la laïcité, je pense que notre première tâche politique en tant que militants, tous des militants dans des organisations diverses, mais je nous considère tous comme des militants politiques ou comme des acteurs politiques d'ailleurs en tant que citoyens, tout simplement. Je pense que notre première tâche politique est de lutter finalement
contre tout ce qui tend à affadir ou à affaiblir nos principes républicains. Alors, si on veut tourner la page de la Ve République, ce qui est mon cas, pour revenir à une souveraineté populaire pleine et entière, il faut d'abord partir de l'existant. Quel est l'existant? C'est l'article 1er de notre Constitution. L'article 1er de la Constitution de 1958, il se trouve qu'il a été modifié, et pour moi c'est pas à la marge, en 2007, sous le quinquennat Sarkozy, et il n'a pas été modifié en bien, à mon avis. L'article 1er dit toujours, et ça, il faut absolument pas y toucher à mon sens, l'article 1er dit toujours que la République française est une et indivisible, laïque, démocratique et sociale. Point. Et il y a été ajouté une phrase que je trouve extrêmement contestable de ma part, et je mets ça dans le débat. Hein. Elle, la République, respecte toutes les croyances. Je pense que c'est une phrase extrêmement dangereuse qu'il faudrait s'empresser d'abroger si nous avions à travailler dans le cadre d'une assemblée constituante. Pourquoi? Parce que je ne respecte pas, pour ma part, toutes les croyances. Il y a des croyances qui ne sont pas respectables. Il n'est pas, à mon sens, respectable. C'est d'ailleurs illégal. Il n'est pas, à mon sens, respectable de penser qu'il est bon de couper le clitoris des petites filles pour les priver de plaisir et pour être sûr qu'elles soient attachées ensuite à leur mari pendant toute leur vie. Voilà, bon, c'est un exemple parmi d'autres, mais ça fait partie des croyances d'un certain nombre de gens. Ça n'est pas ma croyance, et je trouve que cette croyance, j'en prends un exemple évidemment assez caricatural, c'est l'excision. Je trouve que cette croyance, parce que c'est une croyance, n'est pas respectable. Et elle est non seulement non respectable, mais elle est illégale. Donc, il y en a plein d'autres, hein, des croyances comme ça. Hein. Il y a des gens qui pensent que la Terre est plate. Alors, ça ne fait pas de mal à grand monde, ça fait du mal à leur cerveau et peut-être à leurs enfants s'ils arrivent à inculquer à leurs gosses que la Terre est plate et qu'elle ne bouge pas. Mais bon, c'est plus anodin, si vous voulez, que de s'en prendre au corps des petites filles. Donc, c'est un exemple, et on pourra peut-être débattre là-dessus, si ça vous intéresse, évidemment, d'aller plus loin. Donc, il faudrait abroger ce segment de phrase qui était adopté. Alors, j'en dis quand même qu'en 2007, hein, l'ensemble des modifications institutionnelles adoptées, je ne vais pas toutes les citer, on s'attache aujourd'hui à la laïcité, ça a été adopté à une voix près. Hein. Voilà. Parce que pour modifier la Constitution, vous le savez, il faut les 3/5 du Parlement, c'est-à-dire Assemblée nationale et Sénat réunis, et que finalement, les 3/5 ont été acquis avec une voix de majorité. C'est celle de Lang. Mais ça peut être celle de Jack Lang, comme ça peut être celle de Trucmuche. Enfin, je veux dire, parce que Jack Lang a effectivement voté pour, mais il y a peut-être d'autres gens qui auraient pu réfléchir, par ailleurs, avec leur cerveau, hein, puisque quand on est représentant du peuple, il n'y a pas de mandat impératif, je rappelle, et on doit réfléchir par soi-même, c'est mieux, et si on est en désaccord absolu avec le groupe auquel on appartient, eh bien, sur des choses aussi importantes, on assume. Bon, donc, ne pas affaiblir et infadir nos principes républicains. Là, très clairement, cette phrase affaiblit la République, affaiblit la laïcité. Voilà. Parce que la laïcité, c'est deux choses pour moi, pas seulement pour moi, hein. Je vous rassure tout de suite, c'est pas moi qui l'ai inventé. C'est deux choses essentielles dans notre droit à nous. Hein. C'est d'abord la séparation du pouvoir spirituel, donc des clergés X, Y, Z, et
du pouvoir temporel, du pouvoir politique, qui, en République, a la prépondérance. Ça n'est que le pouvoir politique qui décide. Le mariage pour tous a déplu à, je crois, tous les représentants des cultes monothéistes. Eh bien, le mariage pour tous est maintenant dans la loi. La loi, c'est la loi. Les maires des villes qui ne voulaient pas marier des couples homosexuels y ont bien été contraints. Du reste, M. Darmanin, qui est aujourd'hui notre ministre de l'Intérieur, avait indiqué pour lui-même qu'il ne marierait pas de couple homosexuel et qu'il déléguerait cette tâche à des adjoints. Je crois que lui-même, maintenant, aurait changé d'avis d'après ce qu'il dit publiquement. Bon. Et que donc, il serait prêt aujourd'hui à accepter le mariage pour tous. D'accord? Voilà. Donc c'est aussi un exemple, si vous voulez, précis, hein, du fait que le mariage pour tous, du reste, le mariage, je peux l'appeler le mariage pour tous, hein, peu importe, vous savez tous de quoi je parle, le mariage entre personnes de même sexe, eh bien, est entré dans la loi. À partir de ce moment-là, la loi est la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Ça, c'est dans notre Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Cette loi est protectrice d'un certain nombre de personnes. Eh bien, elle est adoptée, elle s'applique à tous et sans exception. Tout le monde doit la respecter. Du reste, on ne comprend pas très bien pourquoi les religieux de toutes sortes ont fait des manifs, ont organisé des manifestations qui ont eu un certain écho tout de même, Église catholique en tête, étant donné que, vous le savez, là c'est la juriste qui parle, le mariage religieux n'a aucune valeur pour la République. Rappelons-le, ça vaut le coup de le rappeler, puisque la République ne demandait à aucun curé, à aucun rabbin, à aucun imam de célébrer des mariages entre personnes de même sexe. Donc on ne voit pas pourquoi ces gens-là ont défilé avec des banderoles et tout ce qu'il faut pour dire ce qu'ils avaient à dire. Et ils n'étaient pas concernés finalement, puisque leur culte n'était pas concerné. Bon, enfin, en tout cas, ils l'ont fait, la loi est passée, maintenant elle s'applique. Moi j'ai une vision, je dirais, intransigeante, j'assume, et radicale de la laïcité, au sens où je me réfère aux racines. Alors, j'ai dit donc la séparation, excusez-moi, il y avait deux choses. Hein. La séparation, je me suis arrêtée en cours de route. Ça, c'est la première chose, premier élément de la laïcité, la séparation des églises et de l'État. D'ailleurs, c'est le titre de la loi du 9 décembre 1905. Et la deuxième chose, c'est la liberté absolue de conscience. C'est dans la loi de 1905. Le mot laïcité, il faut le savoir, et les mots sont importants pour nous militants politiques, pour nous citoyens, mais pour nous juristes, encore plus peut-être. Les mots employés dans une loi, c'est très important. Le mot laïcité n'est jamais dans la loi de 1905. Il faut le savoir. C'est quand même intéressant. Et en revanche, il y a les deux axes que je viens de vous donner. Il y a la séparation, c'est le titre de la loi, et il y a le mot, la phrase, la République protège la liberté de conscience. Alors, la République protège la liberté de conscience. La conscience, par définition, c'est intime. C'est de l'intime. C'est pas respecte toutes les croyances, mais c'est différent. Alors, la liberté de conscience, et puis, évidemment, la République, mais c'était déjà le cas avant 1905, respecte et promeut la liberté d'expression, et la fait respecter aussi dans la loi.
la liberté d'expression. Parce qu'on peut avoir dans sa conscience telle ou telle idée et ne pas pouvoir l'exprimer en public dans d'autres pays où justement la liberté d'expression n'est pas garantie. Et comme la liberté d'expression était déjà garantie avant la loi de 1905, et notamment dès la déclaration de 1789, que je vous ai citée, c'est rigolo parce que, vous savez, la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 dit, en gros, je ne vous lis pas le texte in extenso, mais c'est l'idée, que la liberté d'expression est protégée même en matière religieuse. Il y a une incise comme ça. Tellement, si vous voulez, ceux qui ont rédigé ce texte phénoménal, moi je le lis tous les jours. Je le dis, je le lis tous les jours et je suis ébahie tous les jours parce que ces gens ont pu écrire. Nous sommes en 1789. Eh bien, c'est comme s'ils avaient peur de leur propre audace. Et comme s'ils avaient l'idée que peut-être l'éclair de Dieu allait comme ça foudroyer la France. C'est ce qu'on disait à un moment avant la décapitation de Louis XVI. Je suis contre la peine de mort. Je n'aurais pas voté la mort de Louis XVI, mais c'est avec ma mentalité d'aujourd'hui. Évidemment, je ne vais pas refaire le procès de Louis XVI. C'est pas le moment aujourd'hui. Mais on disait avant la mort de Louis XVI que effectivement la France allait être frappée particulièrement par Dieu, et que ce serait le déluge pendant 40 jours, et puis sans doute bien au-delà de 40 jours. Bien. C'est comme en 2005. Finalement, voilà, on a pu nous ressortir l'hiver nucléaire en 2005, finalement on est toujours là. Bon, on n'est pas non plus extrêmement bien portant sur le plan écologique, mais je pense qu'il y a d'autres facteurs d'explication à cela. Je vais peut-être en terminer, parce que je pense que le temps est compté, avec tout de même quelques propositions, et puis peut-être à la fin, des choses qui vont peut-être susciter le débat, qui vont peut-être pas faire l'unanimité. Voilà, je ne vais pas m'en excuser, puisqu'on est là quand même pour débattre. Alors, moi, ma première tâche, si j'étais membre d'une assemblée constituante, ce serait l'abrogation pure et simple du concordat. Ah, vous voyez, bon, on est quand même pas... On est dans les choses confortes depuis longtemps, là, Le concordat 1801, je ne vous refais pas l'histoire, vous savez qu'il y a toute une partie de la France métropolitaine qui est concernée encore, l'Alsace, qui maintenant d'ailleurs veut se séparer du Grand Est, qui devient, l'Alsace est devenue, contre l'avis des Alsaciens d'ailleurs, une région européenne, je ne sais pas ce que c'est. Bon. Alors on a oublié les départements, on a oublié tout ça, bon. Et puis donc c'est une région européenne, l'Alsace et la Moselle. Bon, alors ça c'est la France métropolitaine qui est concernée, et les départements qui ne sont pas dans le droit commun de la loi 1905. Et puis il y a la Guyane, vous savez, et puis il y a Mayotte, vous savez aussi. Donc il y a du travail, où les clergés sont payés, je vais vite, par l'État. Et avec toutes sortes évidemment de choses qui en découlent, puisque ça veut dire aussi que si les clergés sont payés par l'État, eh bien à l'école, on demande très clairement aux parents de déclarer pour leurs enfants à quel culte ils appartiennent, parce qu'il y a des cours de religion à l'école. Voilà. Bon, ben, c'est pas notre système. Ça peut être un système adopté dans d'autres démocraties, d'autres pays qui se disent démocratiques. C'est pas notre système, et je suis persuadée, si vous voulez, que ça n'est pas promoteur de concorde sociale dont on a besoin. Tout à l'heure, j'écoutais notre ami Guilain Chevrier, et il me venait à l'esprit, évidemment, la
fameuse phrase de Marx, prolétaires de tous les pays, unissez-vous. Bon, alors évidemment aujourd'hui on dirait autrement, parce que ça paraît daté. Qu'est-ce qu'un prolétaire? C'est compliqué à expliquer aujourd'hui, mais prolétaires de tous les pays, unissez-vous, c'est ça finalement notre combat, je crois, c'est-à-dire de faire en sorte que la majorité sociologique de ce pays, c'est-à-dire ceux qui n'ont que leur travail pour vivre, s'unissent contre ceux qui sont des prédateurs à leur égard, qui sont des spoliateurs à leur égard. Ce 0,01, peut-être moi je dirais 1% quand même, hein. Enfin, notre ami Chevry tout à l'heure disait 1%, pas 0,0. Bon, moi je dirais 1%, hein, pour aller vite, de prédateurs, de gens qui, eux, n'ont pas besoin de travailler pour vivre. Bon, la plupart des gens, ils ont besoin du fruit de leur travail pour vivre, du fruit de leur travail actuel, ou du fruit de leur travail passé, ou parfois ils sont privés d'emploi. Bon, ça peut être des chômeurs, mais c'est toujours des gens qui font partie de ce bloc populaire qu'il s'agit de fédérer, à mon sens. Il y a la question, dans les propositions que je porterai, c'est au conditionnel, à l'Assemblée constituante, si j'y participais. Une autre proposition serait évidemment sur l'école. J'en ai dit un mot tout à l'heure. L'école, c'est le creuset de la République. Je ne vous refais pas l'histoire, hein. Vous le savez tous. C'est là qu'on forme les citoyens. Jean Zay le disait beaucoup mieux que moi. C'est un lieu qui doit être préservé absolument des guerres de religion, des identitarismes, des choses évidemment qu'on peut connaître à l'extérieur malheureusement et qu'il faut combattre à l'extérieur, mais à l'école, il faut que ça soit une sorte de sanctuaire laïque. Voilà. En gros, c'était quand même l'idée de Jean Zay que je reprends à mon compte. Alors, qu'est-ce que ça donnerait aujourd'hui? Ça donnerait une proposition relativement simple et claire, qui serait, déjà, pour commencer, l'abrogation de la loi Debré de 1959. Hein? Et pourquoi? Parce que cette loi oblige les collectivités territoriales à financer les écoles confessionnelles, privées, excusez-moi, elles sont souvent confessionnelles, les écoles privées sous contrat. Hein, voilà. Alors, je suis contre cette loi et je suis, pour ma part, pour que les écoles privées soient financées par les gens qui entendent y mettre leurs gosses. Voilà. Bon. C'est un choix de scolariser son enfant dans tel ou tel endroit, mais la collectivité n'a pas à payer pour cela, et aujourd'hui, elle y est contrainte, la collectivité. Donc ce sont nos impôts qui sont en jeu. Alors, c'est pas forcément là du domaine constitutionnel, mais dans la future constitution, il serait bon de se poser la question, et là, je n'ai pas encore de pensée tout à fait aboutie, parce que si on élit une assemblée constituante, c'est pas pour avoir toutes les réponses faites au départ, c'est quand même pour discuter. Hein. Le peuple, l'assemblée discute. Et sur la question de la transmission, je pense qu'il y a quelque chose à penser pour la future constitution sur la question de la transmission de la laïcité notamment, et sur justement la sanctuarisation de l'école publique des différentes des différentes religions prosélytes qu'on peut connaître. Et là, je termine. Alors, c'est très maladroit de ma part. Je ne suis pas du tout politique, vous voyez. Puisque je termine par quelque chose qui peut être un tout petit peu plus irritant, urticant pour un certain nombre d'entre vous, mais peut-être pas. Peut-être. Nous sommes tous, finalement, des creusets à nous tout seuls. Nous sommes tous traversés de traditions, d'aspirations politiques diverses qui peuvent s'entrechoquer. En ce qui me concerne, je suis très républicaine. Liberté, égalité, fraternité et laïcité qui surplombent
finalement le tout. Comme le disait Henri Briand, c'est ça. C'est la laïcité, ça surplombe, c'est un principe qui surplombe liberté, égalité, fraternité. Mais tout en étant extrêmement républicaine, je suis également extrêmement attachée à l'individualisme, terme qui a pris un sens péjoratif actuellement, depuis quelques années, et je suis attachée à la reconnaissance de l'individu. Hein. Alors, on le dit de manière positive, je le dis de manière positive, à l'émancipation individuelle. Sans laïcité, du reste, il ne peut pas y avoir d'émancipation individuelle. Et qu'est-ce que ça veut dire, cela? Ça veut dire qu'il faut en terminer d'urgence avec les débats, excusez-moi, je vais être très vulgaire, les débats à la con, du style de ceux qu'on a pu avoir à l'Assemblée nationale cette semaine, portés par le groupe LR à l'Assemblée nationale, qui a repris un certain nombre de choses qui avaient été discutées au Sénat sur la loi dite séparative, j'évite encore, ça a changé de nom, peu importe, vous savez de quoi je parle. Et parmi ces amendements, il y a des choses, mais, enfin, les bras vous entont, moi, les bras montants du point de vue de l'individualisme, justement, positif, de mon point de vue, c'est-à-dire les droits de l'individu. Par exemple, il y a une certaine Annie Genevard, députée LR du Doubs, vice-présidente quand même de l'Assemblée nationale, qui a porté dans l'hémicycle un amendement sur le fait qu'on interdirait lors des mariages l'utilisation de drapeaux étrangers. Alors, c'est rigolo parce que dans leur amendement, ils ont repris ça du Sénat. C'est rigolo parce que dans l'amendement en question, excusez-moi, mais ils excluent le drapeau européen comme drapeau étranger. C'est drôle, hein? C'est drôle, je trouve ça drôle. Je trouve ça bizarre, moi, mais enfin bon, voilà. Alors ils disent, à l'exclusion du drapeau européen, ça ne touche pas, ça ne touche pas. Donc le maire pourrait interdire l'utilisation de tout drapeau étranger lors des mariages. Mais enfin, il y a des gens d'abord de nationalité étrangère qui se marient en France et qui ont bien le droit de se marier en France. Hein. Il y a une liberté du mariage absolue, hein. N'oubliez jamais, hein. Ça c'est une liberté fondamentale. Et très importante, d'après Jaurès, c'était l'une des avancées fondamentales de la Révolution française, du reste, le mariage civil. Parce que, disait-il, ça avait permis d'arracher des mains du clergé les cahiers d'état civil. C'était eux qui tenaient, hein. C'était l'Église catholique qui tenait les registres d'état civil. Et Jaurès dit, bien après la Révolution, il dit, finalement, la loi de 1792, révolutionnaire, qui institue le mariage civil, c'est l'une des lois les plus révolutionnaires qui soit, parce que pour la première fois, la République arrache des mains du clergé les registres d'état civil pour les porter à la maison commune, à la mairie.